Je travaillerai sur une image asymétrique. Une part de l'image, c'est moi je parle. Et l'autre, je pourrais montrer des trucs. Qu'est-ce que j'ai à montrer? Alors, dès lors qu'on a un SIRET, une fois par an, il faut l'exercice. Moi, l'exercice, c'est au 30 juin. Mais la comptable a été débordée. Donc, elle m'a dit au 1er septembre. 1er septembre, c'est après-demain. Aujourd'hui, je suis à jour à peu près sur l'ensemble de mes boulots. Ça va être ça. Tirer tous les papiers, imprimer tous les trucs, préparer. Et il faut de la place. C'est ça l'avantage de la compta, en fait. C'est que tu fais un ménage intérieur en même temps que tu fais le ménage extérieur. Alors en rangeant, il y a plein de trucs qui te viennent dans les mains et tu dis mais pourquoi je garde ça? Pourquoi je garde ça? Hier sur le Zoom de l'atelier, ils sont fichus de ma figure. Je jouais avec des petits élastiques. Des élastiques petit diamètre, 2 élastiques grand diamètre et un petit élastique vert fluo. C'était venu en gadget avec mon support à guitare. Parce que je joue statistiquement plus de guitares si elles sont là juste à ma disposition, que je n'ai pas à ouvrir des boîtes ou aller les chercher au fond de la pièce. Ouais. Ils se sont moqués de moi, j'aurais pu les ranger les petits élastiques. Non, je les ai gardés, ils étaient là encore là ce matin. C'est lié aussi à ce livre qui s'appelle Autobiographie des objets. Et pour moi la question qui est la question principale, tout le temps. On laisse des livres derrière soi, mais est-ce que tu ouvres à chaque fois 2 ans et puis un autre, 2 ans et puis un autre? En plus, autrefois, moi j'ai vécu comme ça, mais ça marche plus. Mais se dire, tu as ce pôle-là qui est les objets et tu continues d'y rajouter, de le reprendre. Mais oui, mais c'est quantifié par le fait qu'en signant un contrat d'édition, ça t'appartient plus. Donc logiquement, tu vas pas toujours refaire le même alors que tu es appelé à reprendre le même chantier. Et dans ce livre, vous savez, ça aboutit tout à la fin sur l'armoire vitrée qui était chez le grand-père maternel, là où j'avais trouvé pour la première fois le Scarabée d'or, une toute petite nouvelle d'Edgar Poe. Ce jour-là, j'ai basculé. Mais il y avait aussi un Balzac en 16 volumes qui est là-haut. Il y avait aussi le Rabelais qu'un ami de Fontenay-le-Comte trouvé à Verdun après la guerre lui avait offert une édition Larousse expurgée, mais c'est quand même là la première fois que j'ai lu Rabelais. Et cette armoire, maintenant, elle est dans le fond d'un grenier. Et il y a eu un incendie chez le grand-père il y a très longtemps. Il reste quelques livres avec encore une forte odeur d'incendie. Et c'est chez mon cousin Jean-Claude, non-voyant. Comme il ne voit pas, il y a des choses qui sont restées depuis plus de 50 ans dans les fonds de cette maison, dont l'armoire en verre est dans le fond de cette armoire, tout en bas, mais quelques livres qui appartenaient au grand-père, empilés, en désordre. Alors mon cousin non-voyant, vous savez, on a beaucoup travaillé pendant le confinement, tous les matins, 45 minutes de téléphone, ensemble, à deux, on s'est collés pour faire son livre. C'est quelqu'un qui, au départ, parce qu'aveugle, avait commencé la kiné, après il est passé à la kiné sportive, aux électrostimulateurs, c'était assez mal vu à l'époque, puis au redressement postural vertical, et de là, un jour, allant dans la pièce à côté pour une patiente, il pense au traitement qu'il allait lui appliquer. Il était venu chercher justement l'électrostimulateur, et quand il revient, il s'aperçoit que la patiente avait plus mal. Et ce jour-là, il a compris qu'on pouvait travailler avec le cerveau sur ces questions de fréquence qui travailleraient après. Bon, là c'est autre chose, j'en parle sur le site. Et donc je suis allé plusieurs fois dans cette maison, et Jean-Claude, il dit j'ai acheté la maison parce qu'il y a dedans. Alors le fond de l'armoire, il me laisse y accéder. Il m'a offert aussi. Ça, c'était dans le mur de la cuisine. Je pense que ça servait au grand-père pour se raser, tout simplement. Il n'y avait pas d'eau chaude. Il y avait une espèce de truc, on allait prendre l'eau du puits, on le mettait. J'ai vu arriver l'eau courante, mais... et nous, on venait une fois par mois, et chaque fois, moi, un petit gamin, on se mettait sur un bout d'escabeau, et j'avais jamais vu ailleurs un miroir, là, comme ça. Le cuir derrière est tout desséché, mais c'est quand même du cuir craquelé. Évidemment aussi, là, il faudrait déjà le laver, mais même c'est l'âge. Et on se regardait et on voyait cette multiplication des mondes. Alors ça aussi, c'est dans mon bouquin Autobiographie des objets, et Jean-Claude
Il m'a fait cette surprise aujourd'hui. Ça te rappelle quelque chose? Bah ouais, il l'a fait refaire, ça, le voisin, sa cuisine. Alors, il a dit, c'est pour toi forcément. Bah ouais, alors je le garde, c'est dans le bureau. Il y a 3 semaines, j'avais trouvé ce livre, je me souvenais plus qu'il existait. C'est Monsieur de Bastereau. Le titre, c'est Jeu des échecs. Et c'est impressionnant, cet jeu des échecs. Cet être-là du titre. Même encore, ça doit être l'éclair, ce qu'il lisait. Les échecs. Des problèmes d'échecs découpés dans des journaux. 5 novembre 1923. Et c'est une période où le grand-père, au retour de Verdun, je pense que ces gars, bon, il était nommé instituteur, à l'époque instituteur itinérant, puis ensuite instituteur agricole. Eh bien, j'avais même jamais fait le rapprochement. À 2 voyages de distance, l'autre jour, j'ai retrouvé ça, mais j'avais jamais vu ces petits machins tout petits. L'idée du livre minuscule. Alors ça, évidemment, c'est classique, c'est Ronnie Henné, la jeune vampire. 1,95 franc. Cartonné souple. Est-ce qu'il y a une date dans le carnet souple? Série rouge, Bibliothèque Nilsson, Gérard de Nerval, La main enchantée, Honoré de Balzac, le colonel Chabert, Musset, Les nuits, Madame de Sévigné, Lettres, Chateaubriand, Atala. Bon, tout ça, on connaît. Souvent, ils mettent pas forcément l'année quand ils impriment à l'époque. Et il y a aussi la série bleue. Série bleue, Baudelaire, Les fleurs du mal, Voltaire, Candide. Il n'y a pas d'achevé d'imprimer. Mais tout coup, 8 rue Alévi, Paris. Si Édouard Birot, il met le lieu, j'arrive pas à lire, 1921. C'est-à-dire que dans la même période de cet immédiat après Première Guerre mondiale, bon, lui, il avait fait l'école normale d'instituteur à Luçon, en Vendée. Donc on l'envoie sur le front, tu sais lire, on te met au courrier, aller emporter les lettres, il pouvait lire les adresses et les donner aux pauvres gars qui recevaient. C'était pas si fréquent. Et puis, donc ça, c'est parce que tu étais instit, mais tu es de Vendée. Donc, emmener le courrier, faut un âne. Tu sais t'occuper des ânes si tu viens de ta campagne. Donc voilà comment il a survécu dans Verdun. Sinon, il serait passé comme les autres. Mais juste après, alors j'ai un petit carnet qui est le carnet de poésie qu'il avait commencé de remplir à l'école normale d'instituteur. École normale d'instituteur de La Roche-sur-Yon, pas Luçon. Ça, c'était ma mère. Excusez la différence. Édouard Birot. Et ce qui est très curieux, c'est que dans son écriture minuscule, il y a des trucs de Verlaine, évidemment le Comte de Lille, toutes ces choses belles. Mais il avait un faible pour Verlaine. Et Victor Hugo, évidemment. Et ce qui est très bizarre, c'est que le dernier, ce tout petit carnet, il s'interrompt ici et il est écrit à la caserne Bedeau, 28 février 1914, 20h30. C'est-à-dire quand il est mobilisé et qu'il est à La Roche-sur-Yon, là même où il a fait l'école d'instituteur, mais pour partir sur le front le 28 février 1914 à 20h30, il recopie Colloque sentimental. Dans le vieux parc solitaire et glacé, deux formes ont tout à leur passé, leurs yeux sont morts et leurs lèvres sont molles et l'argenterie... Et non, alors, même sans lunettes, j'arrive plus à lire, sans problème. Paul Verlaine, Fête galante. Et ensuite, il y a une dizaine de pages qui sont arrachées. Donc elles sont forcément faites entre la caserne et Verdun. Et personne ne saura jamais ce qu'il a arraché de son carnet qu'il avait emmené sur le front. Et juste après-guerre, comme c'est encore plus petit, ça j'ai retrouvé dans le fond. C'est lui évidemment qui l'a... Les maîtres du sonnet, Paris, le maire, et le mot Paris, comme il sonne quand c'est la ville des éditions et librairies, avec ses vieux papiers craft. Regardez comme c'est plié avec soin, ça c'est le grand-père. Et dans les maîtres du sonnet, qui
qu'il achète en 1921. Je crois que c'est cette question de la taille, du petit livre secret, du petit livre qui a tellement rien à voir avec la condition sociale ou le travail où vous êtes, ce que vous portez à l'intérieur, là, dans votre Vendée rurale. Et c'est sonné, il y en a de Baudelaire, il y en a encore de Verlaine, Rêve, Florentin. En 1921, il s'achète une toute petite réserve de sonnet. Alors ça, c'est le dernier voyage. Et ce livre, je me souviens qu'autrefois, donc je devais être au collège, 5e, 4e, et le grand-père, il m'a toujours laissé accès à... Pourtant, c'est une confiance qu'il n'a pas eue probablement avec beaucoup d'autres, mais j'avais le droit d'emprunter les livres, de les emporter, de les lui ramener évidemment, sauf un poème érotique de Verlaine. Je l'avais fauché, j'ai jamais osé le rapporter. Et les problèmes d'échec, les parties sont cochées avec un petit crayon pour que ce soit un V comme ça. C'est pas moi qui ai dû faire ça. Le fianchetto de la dame, le fianchetto du roi de la défense, le fianchetto du roi, je sais même pas ce que ça veut dire, du contre-gambit dans l'ouverture du cavalier. Et c'est re-signé, oui, mettez sa signature là, dans l'intérieur même de l'ouvrage, page 207. Pion coiffé. Et c'est comme ça que j'ai appris les échecs. C'est-à-dire, je crois que c'est quelque chose que j'ai toujours porté, même là, aujourd'hui. Tu as envie de faire quelque chose, tu passes par les livres. C'est-à-dire, j'ai jamais fait de jeu d'échecs avec quiconque. Quand j'ai commencé d'en faire à l'internat, par exemple, au lycée, je me faisais battre par tout le monde. Ma connaissance était seulement livresque. Mais je crois que par ce livre, j'avais compris les échecs et l'imaginaire des échecs. J'ai un autre livre. Ça, c'est pas le grand-père, c'était plutôt chez nous. C'était une anthologie de navigateurs solitaires. Kouroun, Toumla, Gerbeau, Kontiki. Et j'ai navigué avec ce livre. C'est-à-dire que ma formation à la littérature, comment tu traverses les livres pour aller de l'autre côté. C'est ça l'enjeu, c'est ça ce qu'on apprend à faire. C'est ça ce qu'on transmet aussi. Eh bien, ça a marché pour les échecs, pour la pêche à la ligne, pour les navigateurs solitaires. Et puis là, tout d'un coup, plus d'un demi-siècle après, tu retombes sur ce livre, et Jean-Claude qui dit prends-le, ce livre. C'est pas du tout ce que j'avais prévu de faire. Ce que j'avais prévu de faire, c'était de prendre les petits objets qui me tombaient sous la main. J'étais tout surpris tout à l'heure. J'ai un tiroir où j'ai les adaptateurs de prise. C'est-à-dire, quand tu vas en Chine, c'est 2 obliques, un truc comme ça. Quand tu vas au Japon, c'est un truc. Quand tu vas en Suisse, puis en Suisse, j'oublie toujours, parce qu'on n'a pas l'impression que la Suisse, c'est étranger. Donc tu es sur place, tu en rachètes un, donc j'en ai au moins 4 ou 5 avec ce gros machin de Suisse. J'en ai un pour l'Angleterre, etc. J'en ai un qui est universel, qui fait tout, mais celui-là, en fait, bon, j'aime pas, je préfère prise par prise. Tu vas jamais dans plusieurs pays à la fois. Et puis évidemment, quand tu vas au Québec ou quand tu vas aux USA, tu as ces tout petits machins qui coûtent rien, mais finalement, il t'en manque toujours un ou deux, alors t'en rachètes aussi, il y en a toujours qui traînent. Et là, ils sont sur l'étagère, parce que finalement, ils sont toujours sur l'étagère. Et puis, à quoi ils me servent depuis plus de 6 mois? Ils me servent plus à rien. Ça monte à la tête, ça se sert à rien de ce qui témoigne. Alors, en même temps, le Mac, quand je m'en vais, je prends le cordon direct avec la prise américaine. C'est-à-dire, j'emmène pas le cordon avec la prise française, je remplace le cordon du chargeur par celui avec la prise Amerloc, et donc le Mac se branche directement sur la prise, et le Mac, lui, après, il charge tout, il charge l'appareil photo, il charge le téléphone, donc ça me sert même quasiment plus à rien, mais je les garde. Et... Ma mère avait gardé 2 loupes de son propre père. On reste sous le signe du grand-père. Celle-ci, elle se replie dans un petit truc de cuir. Oh, ça grossit pas beaucoup. Et celle-ci qui était beaucoup plus puissante. Et c'est des loupes à lire. Alors, quel rapport avec les livres petits? Et à la fin de sa vie, après je sais pas trop les détails, mais bon, on se ressent aussi dans les problèmes de ce jeu. Je sais pas si je m'adaptais les loupes directement sur les yeux, si que j'y verrais mieux. Non, j'y vois franchement pas mieux. C'est ça le problème. Je garde ça sur une étagère. Alors je m'étais dit, et finalement c'est pas ça que je fais. Toute la journée, tu fais ta compta, tu es occupé, tu vas voir des trucs, puis c'est pas mal en même temps, ça te met la tête à zéro. Et tu laisses l'appareil là, sur le pied,
tu touches pas, réglé, et tu as juste à appuyer sur la petite touche record, boum, et il recommence à marcher. Et puis à la fin de la journée, tu auras 10 trucs, 20 trucs, chaque fois sur un petit détail de 30 secondes sur les objets que tu as retrouvés. Bon, ça n'a pas marché. Mais ce qui m'avait déclenché ça, c'était cette espèce de bille. Une bille avec des petits trucs translucides ou comme des petites paillettes en suspension dedans. Quand on la tourne, on a l'impression que c'est en suspension à un autre endroit. Pourquoi je le garde? Et curieusement, cette bille, je ne sais même pas d'où elle me vient. Probablement de mes propres enfants. Puis finalement, tu gardes ça parce que les petits-enfants s'en servent. Et ils trouvent là, dans le bazar, des trucs de magie qui correspondent à ce que toi, tu trouvais de magie à 2 générations de distance. Ça a l'air bête, hein. Mais ça ne l'est pas tant que ça. J'en avais parlé sur mon journal Images. C'est délicat pour moi à traiter cette question du est-ce que quelque chose, j'en fais des photos fixes et j'installe sur un journal avec un petit bout de texte, et puis cette expérience qui est là, qui probablement est plus forte et en même temps plus insatisfaisante parce que c'est plus difficile d'aller la repêcher que dans les mots-clés du site. C'était mon meilleur copain à la Villa Médicis, 1984-1985. Frédéric Bleuet, sculpteur. C'est par lui que j'ai découvert Rome. C'est un taciturne un peu ours comme ça, mais il faisait passer par des tas de ruelles, puis il disait là, celle-là. Et tu voyais une statue. Tu rentrais dans une petite église, tu ne serais jamais rentré. Là, celle-ci. Il te faisait monter sur le socle, mettre la main au cul de la statue. Ouais, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on montrait les architectures. Et Bleuet disait toujours, de toute façon, un sculpteur, ça commence à l'âge de 50 ans. Il travaillait sur des énormes formes, comme des espèces d'éléphants, ou alors des espèces d'énormes boules feuilletées en argile. Il connaissait beaucoup Jean-Claude. Il avait une connaissance de la sculpture encyclopédique et terrible. Donc, je pense que ce que je recevais, moi et d'autres, de Frédéric Bleuet, c'était ce qu'il peut y avoir d'absolu dans le geste artistique, dans ce que tu arrachais de toi pour arriver à l'endroit où commençait la dépossession, l'absolu artistique. Et j'avais été très mâché, parce qu'après la villa, bon, moi, il y avait les bouquins, ça marchait régulièrement. J'avais eu l'impression que Frédéric, pas qu'il m'en voulait, mais qu'il s'imaginait que si tu étais celui qui faisait son bouquin tous les 2 ans, avec les trucs dans les journaux, tout ça, c'est que tu avais trahi, tu étais passé dans l'autre camp. Ça n'a jamais été... Je pense pas être jamais passé dans l'autre camp. Et c'est ça aussi le paradoxe que j'ai appris, c'est que même les copains les plus proches qui passaient dans l'autre camp, Jean Rouault, Jean Echenoz, avec leur Goncourt, Marine Diaye, ça change pas. Une fois que tu es établi dans ce que tu demandes à la littérature, il peut bien t'arriver n'importe quelle connerie, ça change pas. Tu sais la difficulté du travail, aller même encore renforcer cette difficulté. Ça, j'ai jamais eu l'occasion d'en discuter avec Frédéric, nos chemins ne sont pas croisés. Et c'était en 2013, donc ça commence à faire un petit moment comme ça, à Tanger, librairie française. Je rentre dans cette librairie, et là, une petite pile de 5 bouquins, je regrette, j'en ai pris qu'un seul, j'aurais dû prendre les 5. C'est quelque chose aussi à peu près de cela. Frédéric avait écrit un livre. Il y a le prix, 30 dirhams. On a connu des auteurs tellement soucieux d'économie que pour être sûr de préserver le coût de leur réalisation, ils sont allés jusqu'à conserver leur anonymat. Nous sommes devant le fait d'une volonté altruiste. Tout dans leurs œuvres y est étrange, même l'air qu'elles respirent. On les a vus naître, épousant l'embouchure d'un fleuve ou façonnant le plateau d'une morne plaine. Ils devaient travailler mordus par l'hiver, se réchauffant les mains en été. L'un d'eux, peut-être, se reposant à l'ombre de la saison chaude, a vu, peut-être, ce qui allait distinguer cette dame d'une autre. Le sommeil brasse-tant de songes bien faits, l'ouvrier attentionné se réveille. Regardons la Marne ou la Seine. Ces ouvriers ont osé se poser face à cette pliure du monde. Ils ont suspendu un regard à partir duquel leur œil s'est infiltré. Dans un plongeon digne d'un survol, ils ont dessiné leur coupe. Ces maçons ont composé un être conditionné à la mesure d'un souffle. Si pour le monument, le surplomb imite celui de l'aigle, pour la dame à venir, leur calcul ressemblera au vol d'une alouette. Imaginez-vous donc, il n'y a rien, il faut souffler dedans.
Quelque chose apparaît qui a nécessité des siècles d'élaboration. À quoi ont-ils prétendu? Pour tenter d'y répondre, il faudrait déjà se demander tout ce en quoi ils n'ont pas prétendu. Nous en sommes bien incapables, à moins de procéder tel un collectionneur de papillons à l'inventaire de toutes les vanités humaines et les épingler. Les parties les plus saillantes qui les caractérisent semblent bien avoir été obtenues non seulement par les extérieurs, eux aussi. Et c'est bien là leur mystère. Par une énergie insufflée de l'intérieur, c'est elle qui leur donne cette respiration. Leur concours semble se mouvoir, saisi par l'effet de ce contact. Un visage apparaît, celle d'une vierge berçant son enfant. On n'entend même pas la crispation d'un os. Le pli du monde réapparaît sur le bas de l'étoffe de sa robe, sur ses lèvres, revient dans l'éclosion de ses yeux. Ses pieds se dérobent devant autant d'audace. Une palme berce doucement le galbe de leur crâne, son visage à la perfection d'une petite lune terrestre. Le livre de Frédéric Bleuet fait 65 pages. C'est mes petits trésors. J'en ai d'autres, mais là j'ai déjà été long, on continuera une autre fois. C'est important pour moi, ces carnets.